En quelques années, un pays enclavé a changé de trajectoire. Sans pétrole ni accès à la mer, le Burkina Faso transforme des contraintes anciennes en leviers politiques visibles, sociaux et économiques en mobilisant l'État, les communautés locales, des projets d'infrastructures ciblés et une narration de souveraineté pragmatique, mesurable et orientée résultat, soutenue par des décisions rapides, une exécution continue et des symboles concrets de changement, observables au quotidien et revendiqués par une population attentive. Alors, que signifie ce virage pour les citoyens sous Ibrahim Traoré? Il s'agit d'examiner comment une stratégie d'autosuffisance portée par des décisions publiques visibles se traduit en résultats concrets sans idéalisation ni procès d'intention. Le cadre repose sur trois axes: trajectoire récente, mécanisme d'exécution et effet mesurable pour l'État, les entreprises et les ménages. L'enjeu central n'est pas l'éloge d'un dirigeant, mais l'évaluation d'un chemin de gouvernance dans un contexte sahélien contraint, marqué par des attentes sociales élevées et des ressources limitées. La promesse est simple: distinguer symboles et impact, intention et effet, annonce et transformation observable. Une attention particulière sera portée aux séquences temporelles, aux arbitrages budgétaires et aux signaux faibles souvent négligés. Ce périmètre vise la clarté, la vérifiabilité et la responsabilité narrative, en évitant slogans et généralisations hâtives. Et pour aller au cœur du sujet, une question guide la lecture: que change réellement cette approche pour le quotidien et la souveraineté perçue? La réponse s'appuiera sur faits décrits, comparaisons prudentes et enchaînements causaux, afin d'éclairer le lecteur sans prescrire. En quelques années seulement, un pays longtemps marginalisé a enclenché une reconfiguration tangible de ses capacités productives. Un investissement d'environ 8 millions de dollars dans une usine de transformation a suffi à inverser une dépendance structurelle en retenant localement la valeur auparavant exportée. Ce point de bascule éclaire le contexte dans lequel Ibrahim Traoré accède au pouvoir, à un moment où les attentes sont basses et les marges de manœuvre étroites. Le Burkina Faso ne dispose ni de pétrole ni d'accès maritime, et ses ressources minières ne suffisent pas à structurer une croissance autonome. Historiquement, l'économie repose sur l'exportation de matières premières agricoles peu transformées, exposant les producteurs à la volatilité des prix et à des chaînes de valeur défavorables. Les tomates en sont un exemple emblématique: cultivées localement, vendues à bas prix, transformées ailleurs. La mini-révélation tient à la méthode plutôt qu'au montant. En priorisant une transformation locale ciblée, l'État a réduit une fuite de valeur évidente et créé des emplois directs et indirects. Cette logique s'inscrit dans un récit plus large de souveraineté économique où chaque projet vise à corriger une dépendance précise. Le contexte régional, marqué par des tensions sécuritaires et des débats sur l'aide internationale, renforce cette orientation. Là où l'aide extérieure était perçue comme indispensable, l'approche choisie mise sur l'activation des ressources humaines locales et sur des projets visibles, rapidement opérationnels. Le cadre institutionnel reste contraint, mais la séquence est claire: identifier un goulet d'étranglement, investir de manière ciblée, puis étendre l'effet d'entraînement. Sous Ibrahim Traoré, cette logique est présentée comme un choix politique assumé, articulé autour d'une narration de dignité et d'autonomie. Le contexte social joue un rôle clé. Une population jeune, confrontée au chômage et à l'exode, cherche des signes concrets de changement plutôt que des promesses abstraites. Ainsi, la mini-révélation n'est pas seulement économique, elle est symbolique et temporelle. En peu de temps, un geste précis modifie les attentes collectives et redéfinit ce qui paraît possible. Ce changement de perception constitue le socle du récit à venir.
comment une série de décisions pragmatiques prises dans un environnement contraint peut produire des effets cumulatifs et reconfigurer la trajectoire d'un État sahélien. Pour comprendre la dynamique engagée, il faut suivre un fil humain plutôt qu'un organigramme. Le personnage conducteur n'est pas seulement un décideur central, mais un agriculteur, un transporteur, un technicien local qui voit pour la première fois une décision publique modifier concrètement son horizon immédiat. Cette approche rend lisible l'action politique sans la réduire à des discours. Dans les zones agricoles, l'effet précoce apparaît avec la fin du gaspillage systémique. Les récoltes ne sont plus uniquement écoulées à perte ou abandonnées faute de débouchés. La transformation locale stabilise les revenus, même à un niveau modeste, et introduit une prévisibilité nouvelle. Pour un producteur, cela signifie planifier une saison, investir du temps, transmettre un savoir-faire. Pour un transporteur, cela signifie des trajets plus réguliers et une demande moins erratique. Un second cas se dessine dans les chantiers d'infrastructure. Les routes ne sont pas perçues comme des promesses lointaines, mais comme des espaces de travail immédiats. Des emplois temporaires apparaissent, des compétences techniques circulent et une économie locale de services se structure autour des travaux. L'impact était moins spectaculaire qu'un grand projet industriel, mais il est rapide et visible. Sous Ibrahim Traoré, ces effets précoces sont intégrés à un récit politique volontairement sobre. Il s'agit moins de célébrer des succès que de montrer une continuité d'exécution. Le personnage conducteur devient alors collectif. Chaque acteur local se reconnaît dans une chaîne d'effets compréhensibles, une décision, un chantier, un revenu, une utilité sociale. Le véritable enjeu de ces impacts précoces tient au sens qu'ils produisent. Ils répondent à une question simple formulée implicitement par la population. À quoi sert l'État ici et maintenant? La réponse n'est pas théorique. Elle se mesure dans la réduction de l'attente, dans la visibilité de l'action et dans la perception d'un futur moins abstrait. La séquence des événements ne commence pas par une annonce spectaculaire, mais par un choix opérationnel. Avant, les productions agricoles quittaient le territoire sans transformation, captant peu de valeur et exposant les producteurs à une instabilité chronique. Après, une décision publique recentre l'effort sur la transformation locale, avec un objectif clair, retenir la valeur là où elle est produite. Ce basculement marque le point d'activation de la dynamique. Le premier moment est technique. Identifier un secteur précis, limité, mais symboliquement fort. La tomate devient ce levier. Elle concentre des volumes importants, une main-d'œuvre déjà mobilisée et une perte de valeur facilement observable. L'investissement reste modeste à l'échelle macroéconomique, mais il est calibré pour produire un effet immédiat. L'usine entre en fonctionnement, les flux se réorganisent et la matière première cesse d'être un simple produit de sortie. Ce n'est pas encore une révolution, mais une correction ciblée. Le deuxième moment est social. Les emplois apparaissent rapidement, directs et indirects. Pour les agriculteurs, la relation change. Des contrats remplacent l'incertitude quotidienne. Pour les ouvriers, un revenu régulier s'installe. Pour les communautés locales, l'activité industrielle devient un point d'ancrage. Ce stade correspond au cœur de la dynamique. Transformer une décision administrative en expérience vécue. Sous Ibrahim Traoré, cette phase est présentée comme une preuve de faisabilité, non comme une fin en soi. Vient ensuite le moment logistique. Les routes, longtemps perçues comme un handicap structurel, deviennent un axe stratégique. La construction et la réhabilitation d'infrastructures routières reliaient les zones de production au marché. Avant, le transport était lent, coûteux, imprévisible. Après, les délais se réduisent, les coûts baissent et la circulation des biens devient plus fluide. Cette transition n'est pas instantanée, mais elle modifie progressivement les arbitrages économiques des acteurs locaux. Le quatrième moment est symbolique.
L'autoroute reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire n'est pas seulement une infrastructure, elle est intégrée dans un récit de souveraineté. Elle signifie l'accès direct aux échanges régionaux sans dépendance excessive à des intermédiaires extérieurs. Ce symbole renforce l'idée que l'enclavement n'est pas une fatalité, mais une contrainte gérable par l'action publique. Enfin, le dernier moment est cumulatif. Chaque projet alimente le suivant. La transformation agricole soutient l'industrie locale. Les routes soutiennent les échanges. L'énergie, notamment solaire, soutient la continuité des services. Sous Ibrahim Traoré, la logique affichée repose sur cette continuité. Éviter la dispersion, enchaîner des projets lisibles et maintenir une cadence d'exécution suffisante pour préserver la crédibilité politique. La chaîne des événements révèle ainsi une méthode. Avant, une accumulation de dépendances. Après, une succession de corrections ciblées. Le cœur du processus n'est pas la vitesse, mais la cohérence. Chaque étape prépare la suivante et chaque réalisation réduit un peu plus l'écart entre discours politique et réalité quotidienne. Cette séquence constitue le socle sur lequel reposent les débats à venir. Durabilité, extension et limites du modèle engagé. Le cœur de l'argumentation repose ici sur des données simples, limitées en nombre, mais riches en signification. La première mesure concerne la transformation agricole. Plus de 150 000 tonnes de tomates sont désormais transformées localement chaque année. Ce chiffre marque une rupture nette avec la situation antérieure, où l'essentiel de la production quittait le territoire à l'état brut. La donnée ne vaut pas seulement par son volume, mais par ce qu'elle traduit, une captation locale de la valeur ajoutée auparavant perdue. Autrement dit, une même production génère aujourd'hui davantage de revenus sans augmentation proportionnelle des surfaces cultivées. La deuxième mesure porte sur l'emploi. Environ 500 emplois directs ont été créés autour des unités de transformation, auxquels s'ajoutent des milliers d'agriculteurs bénéficiant de contrats réguliers. Cette donnée appelle une lecture qualitative. Un emploi industriel stable modifie la structure des revenus, réduit l'incertitude mensuelle et facilite l'accès au crédit informel ou formel. Pour les agriculteurs sous contrat, la régularité des débouchés limite les pertes post-récolte et améliore la planification des campagnes agricoles. La mesure brute devient ainsi un indicateur de stabilisation sociale. La troisième mesure concerne l'énergie. Plus de 150 villages ont été connectés à des installations solaires, donnant accès à l'électricité à environ 300 000 personnes. Avant ce programme, près d'un tiers de la population vivait sans accès électrique fiable. Après, l'éclairage, la réfrigération et l'alimentation d'équipements essentiels deviennent possibles dans des zones jusque-là marginalisées. Cette donnée n'est pas seulement infrastructurelle. Elle affecte directement la santé, l'éducation et la productivité locale. Une clinique électrifiée conserve des vaccins. Une école éclairée prolonge le temps d'études. Un atelier équipé diversifie ses activités. Ces trois mesures forment un triptyque cohérent. Production, emploi, énergie. Leur intérêt réside dans leur articulation. L'électricité soutient la transformation industrielle. La transformation soutient l'agriculture. L'agriculture soutient les revenus ruraux. Sous Ibrahim Traoré, cette cohérence est mise en avant comme critère de priorisation budgétaire. Plutôt que de multiplier les indicateurs, l'action publique se concentre sur des leviers capables de produire des effets transversaux. Un autre chiffre éclaire cette dynamique, la réduction d'environ 40% des coûts de jour de transport sur l'axe reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Cette baisse modifie les équations économiques de nombreux acteurs. Un coût logistique moindre améliore la compétitivité des produits locaux sur les marchés régionaux.
Il réduit aussi le prix final pour les consommateurs. Là encore, la donnée brute masque une chaîne d'effets. Accès élargi au marché, rotation plus rapide des stocks et incitation à investir. Ces preuves quantitatives doivent être lues avec prudence. Elles ne décrivent pas une transformation achevée, mais une trajectoire engagée. Elles indiquent une tendance, pas une garantie. Toutefois, leur convergence est significative. Elles montrent qu'une série de choix ciblés peut produire des variations mesurables dans un laps de temps relativement court. La logique n'est pas l'abondance statistique, mais la lisibilité. Ainsi, les chiffres jouent un rôle narratif précis. Ils ferment une première boucle de curiosité ouverte plus tôt. Comment une stratégie d'autosuffisance se traduit-elle concrètement? La réponse n'est pas idéologique. Elle se trouve dans ces écarts mesurés entre un avant et un après. C'est sur cette base que s'ouvre désormais le débat critique. Ces résultats sont-ils généralisables et à quelles conditions peuvent-ils durer? Deux arguments opposés structurent le débat autour de la trajectoire engagée. Le premier affirme qu'un pays enclavé, exposé à des tensions sécuritaires et doté de ressources limitées, ne peut soutenir durablement un modèle fondé sur l'autosuffisance. Selon cette lecture, l'absence d'investissements étrangers massifs et de transferts technologiques freinerait l'industrialisation. Les projets locaux seraient utiles à court terme, mais insuffisants pour absorber la croissance démographique, financer les services publics et maintenir la compétitivité régionale. À terme, l'isolement économique augmenterait les coûts, réduirait l'innovation et fragiliserait les finances publiques. Le second argument, souvent lié au premier, soutient que la priorité donnée à des projets visibles risque de masquer des fragilités structurelles. Les critiques soulignent que les infrastructures et les unités de transformation, si elles ne s'inscrivent pas dans un cadre macroéconomique solide, peuvent générer des effets d'annonce sans transformation profonde. La dépendance aux capacités administratives de l'État, la maintenance des équipements et la stabilité institutionnelle sont présentés comme des risques majeurs. Dans ce cadre, l'aide internationale et les partenariats externes sont perçus comme indispensables pour mutualiser les risques et garantir la continuité. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils reposent sur des expériences passées et sur des contraintes réelles. Toutefois, la réponse observée ne consiste pas à nier ces limites, mais à les contourner partiellement par une séquence pragmatique. Les données disponibles indiquent que des investissements ciblés, même modestes, peuvent produire des rendements sociaux rapides lorsqu'ils s'attaquent à des goulets d'étranglement évidents. La transformation locale réduit des pertes connues. L'énergie décentralisée limite la dépendance à des réseaux coûteux. Les infrastructures routières abaissent que des coûts mesurables. Sous Ibrahim Traoré, la ligne défendue n'est pas celle d'une rupture totale avec l'extérieur, mais d'un rééquilibrage. Les partenariats ne sont pas exclus, ils sont recontextualisés. L'objectif affiché est d'entrer dans la relation depuis une position plus robuste, avec des capacités internes renforcées. Cette approche n'élimine pas les risques, elle modifie leur nature. Le pari n'est pas l'autarcie, mais la réduction de vulnérabilité spécifique avant l'élargissement. Ainsi, le débat ne se tranche pas entre ouverture et fermeture, mais entre séquences d'actions. Les résultats initiaux suggèrent qu'un ordre différent des priorités peut produire des effets tangibles. La question centrale devient alors moins idéologique que conditionnelle. À quelles conditions institutionnelles et temporelles ce modèle peut-il être étendu sans perdre sa cohérence? Tout change à ce moment précis. La trajectoire engagée cesse d'être perçue comme une succession de projets isolés et apparaît comme une architecture cohérente. Ce point médian ne tient pas à une nouvelle annonce, mais à un déplacement du regard. Jusqu'ici, les initiatives pouvaient être lues comme des réponses sectorielles à des urgences économiques.
À ce stade, elles commencent à former un système lisible où chaque action renforce la suivante sans dépendre d'une expansion budgétaire massive. La révélation centrale est institutionnelle. L'État ne cherche plus à tout faire, mais à faire peu de manière répétable et visible. Cette logique modifie la relation entre pouvoir public et population. Les attentes changent. Il ne s'agit plus d'espérer un projet exceptionnel, mais d'anticiper une continuité d'exécution. Ce glissement est discret mais décisif. Il transforme la patience contrainte en confiance conditionnelle. Sous Ibrahim Traoré, cette inflexion est assumée comme un choix stratégique. Le discours insiste moins sur la rupture que sur la discipline. Chaque projet devient une preuve de méthode. L'énergie soutient la production. La production justifie les routes. Les routes élargissent les débouchés. Le système commence à s'auto-renforcer, non par abondance de ressources, mais par alignement des priorités. Ce point médian agit comme une charnière narrative. Il répond à une interrogation implicite laissée en suspens. S'agit-il d'un ensemble d'initiatives ponctuelles ou d'un modèle reproductible? La réponse reste ouverte, mais une chose devient claire. La question n'est plus de savoir si quelque chose change, mais jusqu'où cette logique peut s'étendre sans se fragmenter. Le premier scénario, dit de continuité, prolonge les tendances observées. Les projets engagés restent prioritaires, les investissements ciblés se poursuivent et l'exécution demeure régulière sans accélération brutale. Dans ce cadre, la transformation agricole consolide ses acquis, l'énergie décentralisée s'étend progressivement et les infrastructures routières améliorent encore la fluidité des échanges régionaux. Les effets restent incrémentaux. Les revenus se stabilisent davantage qu'ils n'augmentent et la crédibilité de l'action publique repose sur la constance plutôt que sur l'expansion. Ce scénario suppose une discipline budgétaire maintenue et une gestion prudente des attentes sociales. Le deuxième scénario, plus optimiste, repose sur un effet d'entraînement. Les résultats initiaux renforcent la confiance des acteurs économiques locaux et régionaux. De nouveaux projets de transformation apparaissent dans d'autres filières agricoles, les capacités énergétiques sont élargies et les infrastructures existantes sont mieux exploitées. Les gains de productivité deviennent plus visibles. L'emploi progresse non seulement dans les secteurs soutenus par l'État, mais aussi dans des activités connexes. La dynamique régionale s'intensifie et le pays commence à être perçu comme un pôle de stabilité relative dans un environnement sahélien incertain. Ce scénario reste conditionné à la capacité administrative et à la sécurité, mais il ouvre un espace de projection plus ambitieux. Le troisième scénario, plus contraint, met en lumière les fragilités. Des tensions sécuritaires, des retards d'exécution ou des pressions budgétaires ralentissent alors la cadence. Certains projets prennent du retard, la maintenance devient un défi et les attentes sociales, déjà élevées, se heurtent à des résultats moins rapides. Dans ce cadre, les acquis ne disparaissent pas, mais leur extension est limitée. L'État est contraint de hiérarchiser plus strictement au risque de décevoir certains territoires ou secteurs. Ce scénario rappelle que la trajectoire engagée n'est pas irréversible et dépend d'un environnement politique et régional instable. Ces trois scénarios ne sont ni exclusifs ni figés. Ils décrivent des chemins possibles, pas des prédictions. Le point commun réside dans une variable clé, la cohérence des choix. Si les priorités restent alignées et lisibles, alors même un contexte défavorable peut être amorti. La recommandation intellectuelle est simple, observer moins les annonces que la séquence des décisions, moins les promesses que la capacité à maintenir une logique d'ensemble. C'est dans cette continuité, plus que dans l'ampleur, que se jouera l'évolution des prochains mois. À ce stade, la question centrale n'est plus institutionnelle, mais personnelle. Ce qui se joue dépasse les indicateurs macroéconomiques et les récits de souveraineté.
Pour le citoyen ordinaire, l'enjeu se mesure à travers des changements concrets dans le quotidien, parfois discrets mais cumulatifs. Une route praticable réduit un trajet autrefois incertain. Une source d'électricité stable prolonge une activité après le coucher du soleil. Un revenu plus prévisible modifie des décisions familiales simples, mais structurantes. Pour les ménages ruraux, l'impact se traduit par une relation différente au travail. La production n'est plus uniquement une lutte contre les aléas, mais une activité insérée dans une chaîne identifiable. Cette lisibilité redonne une forme de contrôle. Pour les jeunes, souvent confrontés à l'absence de perspective locale, la présence d'emplois, même limités, modifie l'arbitrage entre rester, partir ou attendre. L'horizon cesse d'être totalement extérieur au territoire. Dans les zones urbaines intermédiaires, les effets sont plus indirects, mais tout aussi significatifs. La circulation des biens devient plus fluide, les services se diversifient, de petites activités émergent autour des infrastructures et de l'énergie disponible. Ces évolutions ne constituent, n'est-ce pas, une rupture spectaculaire, mais elles réduisent l'écart entre discours public et expérience vécue. C'est précisément dans cet écart que se joue la crédibilité politique. Pour le lecteur, l'interpellation est simple. Ce modèle invite à observer le développement non comme une abstraction, mais comme une somme de micro-changements cohérents. Il suggère que la transformation ne commence pas toujours par des réformes globales, mais par des décisions ciblées, répétées, et compréhensible. Deux pistes de réflexion émergent. D'une part, interroger ce qui, dans d'autres contextes, bloque ces enchaînements simples. D'autre part, réfléchir à la manière dont des attentes réalistes peuvent soutenir, plutôt que fragiliser, une trajectoire en construction. La proximité avec ces situations n'est pas géographique mais conceptuelle. Elle concerne toute société confrontée à la question suivante: comment rendre l'action publique perceptible sans la surestimer? À ce stade, la discussion se déplace vers le comment. La feuille de route mise en avant repose sur une logique séquentielle conçue pour limiter la dispersion et préserver la lisibilité de l'action publique. La première étape consiste à consolider l'existant. Cela implique la maintenance des infrastructures déjà en service, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et la stabilisation des contrats liant producteurs, transformateurs et distributeurs. Sans cette consolidation, toute extension risquerait de fragiliser les acquis. La deuxième étape concerne l'extension ciblée. Plutôt que de multiplier les secteurs, la priorité est donnée à la réplication de modèles déjà éprouvés. Une unité de transformation supplémentaire, un nouveau corridor routier secondaire ou une extension mesurée du solaire décentralisé. Chaque projet doit répondre à une question simple: quel goulet d'étranglement précis est-il destiné à lever et avec quel indicateur de succès clairement défini? La troisième étape relève de la coordination institutionnelle. Les ministères, les collectivités locales et les opérateurs techniques doivent évidemment partager un calendrier commun et des objectifs mesurables. La clarté des responsabilités devient un outil de gouvernance à part entière. Sous Ibrahim Traoré, cette coordination est présentée comme un facteur décisif pour éviter les effets d'annonce et renforcer la crédibilité administrative. La quatrième étape touche au financement. Il s'agit moins d'augmenter les volumes que d'aligner les sources. Les ressources internes, les partenariats régionaux et les appuis extérieurs éventuels sont mobilisés selon leur capacité à renforcer l'autonomie décisionnelle. Le critère n'est pas l'origine des fonds, mais leur compatibilité avec les priorités définies. Enfin, la dernière étape concerne l'évaluation. Chaque action doit être suivie par un indicateur simple et compréhensible par le public: production, accès, coût ou délai. Cette transparence nourrit la confiance et referme une boucle ouverte plus tôt.
celle qui relie promesses et résultats observables. Cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle propose une méthode. La question devient alors collective. Cette discipline peut-elle être maintenue dans le temps face aux chocs et aux pressions externes? Le récit revient à ce point de départ discret, presque banal, où une décision concrète a modifié une attente collective. Une récolte autrefois perdue, une route autrefois impraticable, une lumière autrefois absente. Ces éléments ne sont pas des symboles abstraits. Ils sont devenus des repères du changement perçu, intégrés dans la vie quotidienne et dans la manière dont une nation se raconte à elle-même. Ce rappel du motif initial permet de mesurer le chemin parcouru. La transformation n'est ni totale ni achevée, mais elle est reconnaissable. Elle tient moins à l'ampleur des moyens qu'à la cohérence des gestes. Sous Ibrahim Traoré, l'émotion collective ne naît pas d'un discours héroïque, mais de la répétition d'actes compréhensibles. Chaque projet devient une preuve que l'action publique peut produire autre chose que de l'attente. L'impact émotionnel réside précisément là, dans la possibilité retrouvée de croire que l'effort individuel s'inscrit dans une trajectoire commune. Le pays ne se définit plus uniquement par ses manques, mais par sa capacité à transformer des contraintes en points d'appui. Cette bascule intérieure est lente, fragile, mais profonde. Elle façonne une nouvelle relation entre le citoyen et l'idée de futur. La phrase qui s'impose alors est simple, presque austère, mais lourde de sens. La souveraineté se construit par continuité. Elle ne se proclame pas une fois, elle se confirme chaque jour par des décisions tenues et des effets visibles. La trajectoire décrite ne se présente pas comme un modèle à copier mécaniquement. Elle invite plutôt à une réflexion plus large sur la manière dont les sociétés évaluent le changement. Ici, l'intérêt dépasse le cadre national. Il touche à une question universelle. Comment juger une action publique quand les ressources sont limitées et les attentes immenses, par les intentions affichées ou par les effets réellement observables? Ce récit propose une grille de lecture fondée sur la continuité, la lisibilité et la cohérence. Il suggère que la crédibilité politique se construit moins par des annonces spectaculaires que par une suite de décisions compréhensibles, reliées entre elles et mesurables dans le temps. Cette approche n'exclut ni le débat ni la critique. Elle les rend nécessaires. Pour le lecteur, l'enjeu est désormais dialogique. Que retenir de cette expérience? Quels éléments paraissent transférables et lesquels restent indissociables de leur contexte social et historique? Dans quelle situation la discipline et la priorisation pourraient-elles produire des effets similaires? Et où atteindraient-elles leurs limites? L'invitation est simple et ouverte. Partager une analyse, confronter un point de vue, questionner les hypothèses. C'est par cet échange que les récits cessent d'être clos et deviennent des outils de compréhension collective.